Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 31 mai 2026. Et oui, vous avez vu que le mois de mai s'est ouvert avec une pleine lune en Scorpion et il se termine avec une magnifique pleine lune en Sagittaire. Deux lunaisons en 30 jours, eh bien c'est assez rare et c'est pourquoi vous entendrez certainement parler d'une lune bleue. C'est simplement la deuxième pleine lune du mois. Alors, la pleine lune en Scorpion du 1er mai a été très exigeante pour beaucoup d'entre nous. Elle était en carré avec Pluton, c'était une configuration qui, a priori, ne laisse rien passer, qui force la confrontation avec ce qu'on aurait préféré ne pas regarder. Il peut y avoir des fins, des tensions, des remises en question profondes. En tout cas, c'était le travail de ce début de mois. Et nous sommes maintenant à l'approche, ou peut-être écoutez-vous ce podcast le 31 mai. La Lune, elle est à 29 degrés 56 du Sagittaire, en face d'un Soleil en Gémeaux. Donc c'est un tout autre ciel, un ciel qui regarde vers l'avant, un ciel qui demande qu'est-ce que vous croyez maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêt à vouloir pour vous-même. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, la pleine lune, donc, elle sera exacte. Certaines personnes aiment bien avoir l'heure. Donc, ce sera à 10h45 heure de Paris, donc le 31 mai 2026. Et la lune, donc, est à 9 degrés 56 du Sagittaire. Le soleil lui fait face en Gémeaux et il est conjoint à Uranus qui lui-même est à 2 degrés des Gémeaux. En fait, la lumière qui éclaire la lune est une lumière uranienne, électrique, révélatrice, capable de faire surgir des vérités qu'on n'attendait pas. En fait, cette pleine lune, c'est vraiment l'axe Sagittaire-Gémeaux qui s'illumine. Donc c'est le grand axe de la pensée, de la croyance, du mouvement et du sens, et puis aussi de l'information. Et j'ai envie de dire que pour comprendre cette pleine lune, il faut la replacer dans le mouvement du mois entier. Il y a 30 jours, comme je vous le disais, la pleine lune en Scorpion a ouvert un espace d'intensité. Beaucoup d'entre nous ont traversé des peurs, des doutes, des fins parfois un peu brutales, ou en tout cas des désillusions. Et des scénarios qu'on aurait voulu éviter ont dû être regardés en face. C'est la nature du Scorpion. Il ne laisse pas passer ce qui doit être affronté. Et à mi-chemin, la nouvelle lune en Taureau, conjointe à Uranus et à l'étoile Algol, dont j'ai parlé la dernière fois, a posé quelque chose de nouveau. Elle stabilisait un commencement précieux. Il y a quelque chose lié à nos valeurs, à notre rapport à nous-mêmes, à ce que nous voulons réellement construire. Et voici maintenant cette pleine lune en Sagittaire. En fait, elle est à l'apogée, à l'accomplissement d'un cycle semé en décembre 2025 lors de la nouvelle lune en Sagittaire. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, peut-être que si vous écrivez un journal ou si vous vous questionnez sur votre vie de façon régulière, vous pouvez retourner à cette période et essayer de voir qu'est-ce qui naissait alors dans la maison de votre thème natal où le Sagittaire se tient. Qu'est-ce qui a germé là, qui prend aujourd'hui toute sa lumière? Le Sagittaire, c'est un feu mutable. Ce n'est pas la braise fixe du lion, ni l'étincelle du bélier qui jaillit une fois, c'est vraiment la flamme qui court, qui s'adapte, qui avance avec le porteur. C'est comme la torche du marathonien, vous voyez, elle ne s'arrête pas, elle court avec lui. Donc en plus c'est un signe gouverné par Jupiter. Il est la 9e maison, ce que certains appellent le chemin vers le divin. Et quel que soit le divin, en fait, on peut l'entendre sous la forme de Dieu, de la nature, de l'univers ou de son soi supérieur. Mais en tout cas, c'est le signe d'une vision large, plus large que soi, de l'horizon que l'on pose devant soi pour ne pas étouffer dans le quotidien. Il est aussi fondamentalement le signe de la vérité. Uranus est en conjonction avec le Soleil en Gémeaux. Donc, ils éclairent la Lune Sagittaire. Donc, on peut imaginer que les vérités qui émergent pourront être saisissantes, parfois un peu choquantes. En tout cas, on peut imaginer aussi que des informations incomplètes vont se compléter, que des récits trop étroits vont pouvoir s'élargir. Et des croyances que nous pensions solides vont se révéler beaucoup trop petites pour ce que nous sommes en train de devenir. En fait, ça peut être un peu inconfortable avec la présence d'Uranus, mais on voit bien que c'est nécessaire, que ça nous mène vers quelque chose de plus grand.
Vous voyez toute la lumière, la nature de la lumière de cette pleine lune est imprégnée de cet Uranus. Vous voyez, c'est vraiment l'aspect le plus électrique de ce ciel. Uranus, il est entré en Gémeaux le 26 avril dernier, donc c'est tout récent. Il inaugure un cycle de 7 ans de révolution dans notre manière de penser, de communiquer et de traiter l'information. Et donc, lors de cette pleine lune, il est extrêmement fort, il est actif puisqu'il est en opposition avec la lune. Et donc cette opposition, elle fait surgir un besoin de liberté qui exige. Elle peut réveiller une aspiration ancienne à se libérer de ce qui est devenu une cage, même si cette cage était autrefois un foyer confortable. En fait, elle peut provoquer des ruptures ou des prises de conscience soudaines. Mais attention, l'énergie uranienne, mal canalisée, ça peut casser pour casser, parce que Uranus vient véritablement libérer. Donc, la maturité que Saturne nous offre en ce moment, et on va voir ça, on va y venir, est précisément ce qui permet de distinguer la libération nécessaire du fracas qui peut parfois être un peu immature. Toute la différence est là, et vous allez voir que cette pleine lune, elle est magnifique grâce à Saturne. En fait, Saturne se trouve à 12 degrés du Bélier. Il est sorti de l'influence un peu dissolvante de Neptune. Il tient désormais une position claire, autonome, structurante, et il forme un trigone avec cette lune en Sagittaire. Et ça, c'est un très beau cadeau. Vous voyez que le Sagittaire, il aime prendre son indépendance. Il aime s'élancer sans regarder en arrière. Saturne ne va pas l'empêcher, en fait, il va lui donner une colonne vertébrale. C'est un peu comme s'il disait vas-y, mais sache pourquoi tu pars et vers quoi tu vas. Et finalement, il transforme l'élan en engagement. Il convertit l'enthousiasme en responsabilité choisie. Et c'est cette combinaison qui rend cette pleine lune productive plutôt que seulement exaltante. En fait, 2 ou 3 jours après la pleine lune exacte, la lune formera un sextile exact avec Saturne, puis un trigone exact. Vous savez, la lune va assez vite. Donc on peut imaginer qu'un plan concret prenne forme, que ce qui était intuition peut devenir une décision. Et puis nous avons Neptune à 4 degrés du Bélier, qui entre dans la danse lui aussi. Il forme un trigone un peu plus large avec la Lune, un trigone séparant mais concret. Et avant la pleine lune exacte, la Lune était en trigone exact avec Neptune. Donc on peut sentir lors de cette pleine lune que l'énergie est très présente et très active. Neptune en Bélier insuffle à ce ciel une dimension de renaissance spirituelle. Il dissout ce qui ne correspond plus à l'identité que nous sommes en train de devenir. Il ouvre l'accès aux rêves, aux messages intérieurs, aux intuitions profondes. Et plusieurs d'entre nous pourraient recevoir des songes très puissants dans les nuits autour de cette belle pleine lune. Et donc prenons-les au sérieux, notons-les dans notre petit carnet. On pourra donc y revenir un peu plus tard parce que je pense que ce sont des rêves qui peuvent avoir des messages importants pour nous. Pluton, lui, il est rétrograde, il est à 5 degrés du Verseau, il forme un sextile avec la Lune, donc c'est une reconfiguration en profondeur de tout le corps émotionnel. Et ce sextile, il travaille vraiment, vraiment en profondeur. C'est comme une eau qui redessine lentement le lit d'une rivière. Ce qui se réorganise là, c'est notre manière d'habiter nos émotions, d'en faire un outil de connaissance plutôt qu'un poids. Il y a un autre aspect qui évidemment attire l'œil, c'est Mars à 9 degrés du Taureau et Pluton rétrograde, donc à 5 degrés du Verseau, qui forment donc un carré très actif. Et le carré exact s'est produit autour du 26 mai, mais l'aspect en fait est encore très très présent dans ce ciel du 31 mai. Mars en Taureau, c'est quoi? C'est une des forces les plus tenaces du zodiaque. Il creuse d'une certaine façon son sillon dans la terre, dans son champ de poireaux, aurait dit mon professeur Jean-François Berry. Il creuse, il tient, il pousse avec la constance de quelqu'un qui sait que ce qu'il construit demande du temps et des fondations solides. Il n'attaque pas. C'est pas vraiment son énergie. En fait, il s'installe, il persiste, il refuse de lâcher.
C'est une énergie de volonté pure qui est ancrée dans le corps, dans la matière, dans ce qui compte réellement, concrètement. Et donc, Pluton en Verseau, lui, eh bien, il ne négocie pas. Il descend jusqu'à la racine de ce qui résiste, de ce qui se cache sous la surface, de ce qui faisait tenir une structure par la seule force de l'habitude ou de la peur. Quand Pluton rencontre Mars, dans un carré, il y a quelque chose qui doit se déconstruire. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'est devenu trop étroit pour ce que nous sommes en train de devenir. Donc ce carré a pu générer, on va dire, des tensions, ou peut-être des tensions sourdes, une pression qui monte sans qu'on en comprenne bien l'origine, une résistance intérieure ou extérieure qui refuse de céder, un sentiment d'être arrêté précisément là où nous voulions avancer. En carré, entre deux signes fixes, Taureau-Verseau, eh bien, ouais, rien ne se règle rapidement. Tout demande un effort soutenu, presque obstiné. En fait, c'est du béton armé qu'on est en train de démonter. Mais par contre, évidemment, regardons le côté lumineux. Quand il est traversé avec conscience, ce carré peut libérer une volonté que nous ne savions pas posséder à ce degré. C'est immense. Ça peut déclencher une force immense. Il révèle ce qui, dans notre manière d'agir ou de nous positionner dans le monde, avait besoin d'être profondément reconfiguré. Il ne faut jamais oublier que Pluton ne détruit jamais par cruauté, par violence ou je ne sais quoi. En fait, il dégage le terrain pour que quelque chose de plus authentique puisse tenir debout. Et cette pleine lune en Sagittaire, elle nous tend la perspective que ce carré ne peut pas nous donner seul. Elle nous sort du nez à nez avec l'obstacle pour nous remettre face à l'horizon. Vous voyez, on casse le mur pour pouvoir voir plus loin. Mais ne nous y trompons pas. L'obstacle était bien réel, l'épreuve était bien réelle, mais ce que nous en tirons, cette force, cette lucidité, cette décision mûrie dans la résistance, elle est très réelle aussi. On le sait, hein, que Mars en Taureau, c'est tenace, c'est déterminé, c'est fondamental. Donc, on peut voir que finalement, la reconstruction va pouvoir commencer quand Mars aura commencé à démêler les pièces, en fait, hein. Et la reconstruction se fera sur des bases différentes. Jupiter. Alors, Jupiter gouverne le Sagittaire, donc c'est lui qui règne sur cette pleine lune, c'est pour ça que je vous en parle. Et où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, il est à 23 degrés du Cancer, il est encore en rétrogradation, mais à moins d'un mois de reprendre sa marche directe, puis de quitter ce signe le 29 juin, où il va entrer en Lion. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Jupiter en Cancer, il est exalté. C'est sans aucun doute sa position la plus puissante. En Cancer, il approfondit l'intelligence émotionnelle, il dilate la capacité à recevoir, à nourrir et à être nourri. Il a travaillé pendant des mois à élargir notre réceptacle intérieur, à assouplir les résistances du cœur et à faire remonter ce qui avait été enfoui. Et pas très loin, on a Vénus. Vénus qui est à 14 degrés du Cancer au moment de cette pleine lune et qui est en conjonction avec l'étoile Sirius. Donc Jupiter avait traversé Sirius en début d'année et maintenant Vénus vient y poser sa lumière. On peut y voir là un retissage du cœur, comme une ouverture, une permission de ressentir ce qui avait été trop longtemps contenu. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent lors de cette pleine lune. Et autour du 8 juin, Vénus rejoindra Jupiter en conjonction exacte à 25 degrés du Cancer. Donc quelque chose va déborder au sens libérateur du terme. Un trop-plein d'émotions qui se libèrent, une vague d'amour de soi qui se lève, une expansion du cœur et qui nous surprendra peut-être. Et puis une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler aussi des étoiles fixes parce que c'est quand même un peu étonnant. Vous voyez que ce ciel, il est encadré. Non, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas réussi à trouver le thème avec
étoiles fixes inscrites dessus, mais je peux vous dire que les 4 grandes étoiles royales de la tradition perse se trouvent incroyablement activées dans ce ciel. En fait, ces étoiles sont les gardiens célestes, témoins du cosmos depuis 3000 avant notre ère. Dans l'Antiquité, elles étaient considérées comme les 4 piliers du ciel. Elles étaient associées aux directions cardinales et au grand passage de conscience de l'humanité. Finalement, j'ai découvert que les astrologues les regardaient avec beaucoup de prudence parce qu'elles promettaient l'élévation, la protection et parfois la gloire, mais demandaient en retour une profonde rectitude intérieure. Donc il y a Antares, qui était le gardien de l'Occident, et qui est actuellement à 10 degrés 05 du Sagittaire, donc en conjonction avec la Lune à moins de 10 minutes d'arc quand même. Hein. Antares, c'est quoi? C'est l'étoile du cœur du Scorpion, et donc son nom signifie le rival de Mars, en raison de sa couleur rouge flamboyante, hein, qu'on voit très clairement dans le ciel nocturne, et donc elle porte une énergie de Mars amplifiée par Jupiter. Donc courage radical, instinct pionnier, générosité naturelle, sens inné de l'aventure. Et ceux qui ont Antares relié à une planète personnelle, donc qui sont très porteurs de cette énergie-là, sont considérés, du moins dans l'Antiquité, peut-être encore aujourd'hui, allez savoir, comme des guerriers spirituels, non pas ceux qui cherchent le combat, mais ceux qui ont le courage de s'avancer là où d'autres s'arrêtent. Antares, c'est une étoile de passage, de confrontation à l'inconnu, de traverser des zones extrêmes de l'existence. Et elle pousse à aller au bout des choses, et parfois jusqu'aux frontières de soi-même. Son côté négatif, son ombre, c'est l'excès, c'est-à-dire faire des promesses plus grandes que celles qu'on ne peut tenir, foncer sans regarder les conséquences, confondre l'audace et l'imprudence, ou alors se laisser consumer par sa propre intensité. Donc voilà. Nous avons aussi Aldébaran, qui lui est le gardien de l'Orient, qui est lié à l'archange Michael, et qui donc est à 10 degrés 07 minutes du Gémeaux, en conjonction avec le Soleil, à quelques minutes d'arc. Donc, Aldébaran est situé dans l'œil du Taureau. Son nom signifie celui qui suit. Parce qu'en fait, Aldébaran suit les Pléiades dans le ciel. Elle porte une qualité de protection, de force juste, d'intégrité et de vigilance morale. Et les traditions anciennes voyaient en elle une étoile de noblesse intérieure, de courage calme, de fidélité à une vérité supérieure. Et donc sa mise en garde, elle est la même que celle d'Antares, elles se font face. Hein. Ces étoiles royales favorisent les grandeurs, mais elles brisent ceux qui les portent dans le mensonge, dans l'abus de pouvoir ou la perte de leur axe intérieur. Donc Aldébaran demande d'agir avec droiture, sans céder à l'orgueil ni au compromis avec sa conscience. Et je voudrais vous parler quand même des deux autres. Il y a Régulus, qui est le gardien du Nord, qui est lié à l'archange Raphaël et à la guérison, et qui actuellement est à 0 degré de la Vierge, donc en conjonction avec le nœud sud. Régulus, c'est quoi? C'est l'étoile du cœur du lion, qui a longtemps été considérée comme l'une des étoiles les plus puissantes du ciel. Son nom signifie petit roi. En fait, elle est associée au rayonnement, à la dignité, au leadership et à la capacité de protéger ou d'inspirer les autres. Mais les traditions anciennes rappellent aussi que sa chute vient souvent du ressentiment, de la vengeance ou du besoin de domination. Régulus enseigne que la véritable puissance ne peut être dissociée du cœur. Et le dernier, gardien, c'est le gardien du Sud, qui est lié à l'archange Gabriel, c'est Fomalo. Il est à 4 degrés 11 minutes des poissons, et donc conjoint au nœud nord en poisson. Et c'est lui qui scelle la dimension mystique et évolutive de ce ciel. Fomalo est probablement la plus mystérieuse des 4 étoiles royales. Elle est liée depuis l'Antiquité aux visionnaires, aux mystiques, aux artistes et à ceux qui cherchent à percevoir une réalité au-delà des apparences ordinaires. Et son énergie ouvre les portes de l'inspiration, de l'intuition et des états de conscience élargis. Mais elle demande un immense discernement spirituel afin de ne pas basculer dans l'illusion ou les projections.
Et donc le nœud nord en Poisson, dans ses dernières semaines d'activité avant son changement d'axe là début juin, pointe vers quelque chose d'éthéré, de transcendant, vous voyez, d'angélique presque. Fomalo renforce le nœud nord. Notre chemin collectif de croissance spirituelle en ce moment précis porte une qualité de grâce comme si une partie du ciel cherchait à nous rappeler qu'il existe une autre manière d'habiter le monde, plus subtile, plus inspirée, plus reliée à l'invisible. Vous voyez que cette pleine lune est singulière. Les 4 grandes étoiles royales de la tradition perse se trouvent ici activées de manière incroyable, comme si les anciens gardiens célestes venaient encadrer ce moment de passage. Antares pousse à franchir des seuils, à affronter l'inconnu, à oser une vérité plus vaste que nos anciennes limites. Aldébaran rappelle en miroir que toute puissance véritable exige intégrité, lucidité et fidélité à sa conscience. Régulus interroge notre rapport au pouvoir, au rayonnement et à l'ego en rappelant que le cœur doit rester au centre de toute forme d'autorité. Et quant à Fomalo, il ouvre une dimension encore plus inspirée, presque mystique, comme si ce ciel cherchait à réintroduire du sens, de l'intuition et une autre qualité de perception dans une époque saturée de matérialité et de bruit mental. Finalement, j'ai envie de dire que ce ciel vient nous poser des questions vraiment essentielles. C'est qu'est-ce qu'on fait de la puissance, de la conscience et de l'élan qui nous traverse? Parce que finalement, ces étoiles, elles amplifient tout. Elles peuvent accompagner de grandes ouvertures de conscience et des passages majeurs de transformation. Mais elles demandent en retour une immense droiture intérieure, une vigilance éthique et une capacité à rester alignée avec ce qui est profondément juste. Et c'est tout le travail qu'on a fait ces derniers mois. Donc nous sommes dans le bon timing. Je voulais vous parler aussi de Chiron. Vous savez que Mercure est en fin de course en Gémeaux et il forme un sextile exact avec Chiron à 29 degrés du Bélier dans cette pleine lune. Donc Chiron, 29 degrés du Bélier, c'est sans aucun doute le degré le plus avancé de Chiron depuis des années. En Bélier, c'est bien, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été là, 50 ans donc. Donc il y a là un cycle de cohérence retrouvée qui touche à sa fin. Ce que Chiron avait commencé à tisser dans le domaine du Bélier, l'identité, l'élan vital, le droit d'exister pleinement, arrive à un point d'accomplissement. Et Mercure offre ici un regard nouveau sur ce chemin parcouru. Il y a quelque chose qui peut être nommé, compris, intégré dans le récit que nous faisons de nous-mêmes. Mercure, il entre en Cancer le 1er juin et il restera un peu plus de 2 mois en raison d'une rétrogradation à venir fin juin. Vous savez que cette année, Mercure rétrograde dans le signe d'eau. Et donc, ce passage de Mercure derrière Vénus, puis derrière Jupiter, va sûrement faire remonter des histoires que le cœur a traitées en silence et va nous aider à nous libérer des résidus mentaux qui nous retenaient dans le passé. Vous sentez que tout nous pousse vers le futur. On est vraiment aidé pour aller de l'avant. Et Chiron donc est en Bélier depuis 2018, donc ça fait 8 ans qu'il travaille sur l'identité, sur notre identité la plus fondamentale, le rapport à soi-même, à son élan vital, à cette flamme intérieure qui dit je suis, avant même de dire je veux ou je fais. Dans le signe du Bélier, c'est l'être qui est en jeu. Et Chiron a véritablement œuvré ces derniers temps à restaurer cette cohérence. Le simple fait d'être soi, depuis soi, sans se perdre dans le regard de l'autre ou dans la définition que le monde donne de nous. 8 ans de travail sur le droit d'exister pleinement, la confiance en l'instinct, la capacité à s'affirmer sans s'excuser. Et Chiron, à 29 degrés du Bélier, c'est vraiment ce passeur qui se retourne une dernière fois pour regarder le chemin parcouru depuis le bas de la montagne. Il voit tout, la longueur du trajet, ce qu'on y a laissé, ce qu'on y a trouvé. Et depuis, finalement, il perçoit les choses différemment depuis ce 29 degrés. Il voit les choses autrement. Non pas comme ça pouvait être une forme de confusion au début, mais avec beaucoup plus de clarté, comme toute personne qui a retrouvé son axe. Il ne faut pas oublier que Chiron se situe entre Saturne et Uranus, entre le monde connu, structuré, tangible, et l'appel vers ce qu'on n'a pas encore osé être.
Et c'est exactement ce passage que beaucoup d'entre nous ont traversé depuis 2018. Sortir du monde de ce qu'on devait être pour entrer dans celui de ce qu'on est réellement. Et ce que Chiron a rendu possible en Bélier, eh bien, c'est un courage nouveau, celui d'agir depuis son centre authentique, sans attendre la permission de personne. Et c'est là que ce sextile de Mercure prend vraiment tout son sens. Mercure offre ici quelque chose de précieux, la capacité de nommer ce destin, de mettre des mots sur ce qui a changé, de reconnaître peut-être, pour la première fois, avec clarté, l'ampleur de ce que Chiron a rendu possible. Cette cohérence retrouvée, cette identité qui tient debout. Un cycle s'achève et Mercure nous donne le langage pour l'inscrire dans notre récit, pour l'intégrer pleinement, plutôt que de le laisser passer sans le voir. Car c'est cela le travail de Chiron, c'est permettre à l'âme de ne plus être prisonnière de sa blessure, de la traverser, de la transmuter et de la porter comme une sagesse plutôt que comme un poids. Chiron va entrer en taureau le 19 juin, un nouveau seuil va s'ouvrir. Je vous invite à écouter ma conférence sur ce sujet que j'ai faite avec Isard plus exactement. Mais je vous en reparlerai. En attendant ce nouveau seuil, je vous invite à prendre le temps de vous arrêter un instant, pas tellement pour faire le bilan, mais pour reconnaître tout ce qui s'est construit, tout ce qui s'est ouvert, tout ce qui a retrouvé sa cohérence depuis 2018. Il y a vraiment de très belles choses dans ce chemin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses que je vous invite à regarder et ce serait bien de prendre le temps de les voir et de voir tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez réussi. C'est vraiment le temps idéal pour ça. Et puis je voulais vous parler des nœuds. Alors, les nœuds lunaires, le nœud nord qui se trouve à 4 degrés des poissons, on en a un petit peu parlé là. Il y est depuis presque 2 ans et ce mois de juin sera son dernier dans cet axe poisson vierge. Uranus en Gémeaux est à 2 degrés, il forme un carré avec les nœuds. Ce carré sera exact le 12 juin, donc qui va confronter un peu nos habitudes anciennes, le Sud en Vierge, les routines, le perfectionnisme, la rumination, et à l'appel de la transcendance, nœud nord en Poisson, et aux perturbations évolutives d'Uranus. Donc la question qui se pose est simple et exigeante. Allons-nous continuer à nous organiser, à nous inquiéter, à rationaliser l'infini, ou à rationaliser à l'infini, ou alors allons-nous nous laisser porter par quelque chose de plus grand que notre mental? Est-ce que nous allons réussir à avoir confiance, à faire confiance et à nous ouvrir à ces autres dimensions? Vous voyez bien que toute pleine lune appelle à intégrer les deux pôles de son axe. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre, mais à tenir les deux ensemble. Je fais le lien là parce qu'avec les nœuds, c'est la même chose. On est un axe avec deux pôles et il s'agit vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Et donc pour cette pleine lune, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe entre la pensée et la croyance, entre le fait et le sens, entre l'information et la sagesse. Le soleil en Gémeaux, il a accumulé beaucoup d'informations, il a analysé, trié, parfois surtraité. On le sait, il a vécu une conjonction exceptionnelle avec Uranus, la première en 84 ans, dans le signe des Gémeaux, et son regard sur le monde ne sera du coup plus tout à fait le même. Et donc la lune en Sagittaire lui dit maintenant, qu'est-ce que tu crois? Pas ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois? Quelle conviction portes-tu sur l'avenir, sur toi-même, sur ce qui est possible? Parce que nos croyances façonnent notre pensée autant que notre pensée nourrit nos croyances. Si nous laissons nos croyances s'élargir, notre pensée s'élargira aussi. Et inversement. Si notre mental bloque la croyance, l'horizon va se fermer. Donc, finalement, cette pleine lune, elle nous demande d'ouvrir les deux. Ce que nous traversons collectivement en ce moment est à la fois très visible et très souterrain. Les événements du monde, les ruptures géopolitiques, les cyberattaques, les perturbations technologiques, les crises d'approvisionnement que certaines configurations planétaires annoncent, parfois, enfin bon, il y a beaucoup de crises qui sont annoncées, qui font partie de ce grand mouvement de redistribution que Pluton en Verseau a inauguré et qu'Uranus en Gémeaux va accélérer.
Mais cette pleine lune, elle vient nous rappeler que nous ne sommes pas les spectateurs passifs d'un monde qui se transforme. Nous sommes les co-créateurs. Notre conscience est elle-même un facteur actif dans la réalité que nous habitons. Et certains d'entre nous le sentent physiquement, et on a plus de sensibilité, on a des rêves qui sont plus forts, plus puissants, ou des intuitions qui arrivent, qui se manifestent de façon comment dire, plus forte. Et ce ne sont pas des perturbations, ne considérez pas ça comme des perturbations, c'est vraiment une élévation. Il y a comme des vagues évolutives successives qui arrivent à mesure que notre conscience est prête à les recevoir. C'est une grande ouverture qui s'ouvre ici. Ce que nous avons traversé ce mois-ci, l'intensité du scorpion, les fins, les peurs, les deuils de certaines certitudes, tout ça c'était une préparation pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand. On a déposé de vieux bagages. Et maintenant, l'avion décolle. Alors montons dans l'avion et allons-y. Cette pleine lune, donc, en Sagittaire, nous invite véritablement à regarder plus loin que les tensions traversées ces dernières semaines. Elle nous invite à retrouver une direction, une vision, et peut-être aussi une confiance plus grande dans ce qui cherche à émerger en nous. Certaines vérités peuvent apparaître beaucoup plus clairement maintenant. Certains désirs deviennent impossibles à ignorer. Certaines portes intérieures commencent tout juste à s'ouvrir. Le Sagittaire nous rappelle que nous avons besoin d'un horizon pour avancer. Il nous rappelle également que notre manière de regarder l'avenir influence infiniment, profondément, le chemin que nous sommes en train de construire. Alors voilà, je vous invite à identifier dans votre thème natal la maison qui accueille ces 9-10 degrés du Sagittaire et des Gémeaux, mais surtout du Sagittaire parce que c'est là que la lumière tombe, c'est là que quelque chose s'accomplit, se révèle et se met en mouvement. Pour ce faire, je vous ai mis un lien dans la description de ce podcast où vous pourrez regarder vous-même où se trouve pour votre thème ces 9 et 10 degrés du Sagittaire. Et évidemment, il faut aussi regarder la maison opposée parce que c'est là où se trouve le Soleil. Donc, ça va vous permettre de voir l'axe qui est concerné chez vous. Et l'intégration de cet axe-là, de ces deux pôles, c'est notre travail de cette lunaison. Un grand merci d'avoir marché avec moi dans ce ciel. Merci pour votre présence et votre confiance qui donne à ces partages une valeur tellement précieuse à mes yeux. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle pleine lune. Et si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que c'est vraiment grâce à vous que cette chaîne existe. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.